Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Génocide à Gaza, le bilan s'alourdit à 67 139 martyrs et 169 583 blessés. Les Palestiniens de Cisjordanie optimistes, ils veulent croire au plan de Donald Trump destiné à mettre un terme au génocide à Gaza. Jour de vote en Syrie, 1578 candidats en lice pour les premières élections législatives que connaît le pays depuis le départ de Bachar al-Assad. Nous reviendrons justement sur ces élections législatives avec la déclaration du président de la transition syrienne, actuel donc Ahmed al-Shara, qui affirme donc qu'elle constitue une étape importante pour consolider la participation nationale dans la construction du pays. Le Moudjahid et ancien ministre Ahmed Taleb Brahimi s'est éteint ce dimanche à l'âge de 93 ans. Le président de la République Abdelmajid Tebboune adresse ses condoléances à la famille du défunt. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Si vous venez de nous rejoindre, le bilan du génocide mené par les forces d'occupation sionistes contre la bande de Gaza s'est alourdi ce dimanche à 67 139 martyrs et 169 583 blessés. Selon les forces sanitaires palestiniennes, 65 civils palestiniens ont été assassinés durant les dernières 24 heures et 153 autres ont été blessés. C'est sans compter les personnes prises pour cible alors qu'elles attendaient l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Les Palestiniens ont pleuré et enterré leurs proches à Khan Younes ce dimanche après une frappe sioniste qui a touché la région hier. Les avions et les chars des forces sionistes ont continué de bombarder sans répit plusieurs zones dans la bande de Gaza pendant la nuit de samedi à dimanche, détruisant plusieurs bâtiments résidentiels alors que les Palestiniens espéraient que le plan américain visant à mettre fin au génocide soulagerait bientôt leur souffrance. Mais la machine génocidaire sioniste en a décidé autrement. L'armée sioniste continue de brasser quotidiennement les vies des dizaines de civils palestiniens. Nous espérons que Dieu fera cesser toutes ces choses pour le peuple palestinien, car le peuple est fatigué et en a assez. Il est incapable de continuer. Il perd des enfants jour après jour, des blessés, et vous pouvez tout voir. C'est assez pour Gaza, assez pour sa population. L'humanité s'est volatilisée. Nous sommes confrontés à de nombreux crimes jour après jour. Je m'adresse au monde, aux Arabes et aux musulmans. Réveillez-vous, réveillez-vous. Al-Quds appartient à toutes et à tous. Dieu me suffit et il est le meilleur maître de tout. À 2 jours de l'anniversaire du génocide, du début de ce génocide sioniste sur Gaza, alors que les négociateurs des deux parties palestiniennes et sionistes sont en Égypte pour des discussions sur le plan de paix proposé par la Maison-Blanche, les Gazaouis restent quant à eux méfiants et peu optimistes. On écoute le commentaire Maria Chouyer. Sous les tentes de fortune, les familles palestiniennes attendent que les bombes cessent de tomber, que les morts cessent de s'accumuler. À Rafah, Deir el-Balah ou Khan Younes, la peur est devenue une campagne de tous les instants. Déplacés plusieurs fois depuis le début du génocide, ils ne croient plus aux promesses de trêve. Même les annonces de cessez-le-feu suscitent désormais plus de méfiance que d'espoir. Nous craignons vraiment que l'accord dont ils parlent échoue, car chaque fois qu'ils parviennent à une solution et annoncent qu'une trêve sera déclarée, nous nous réveillons sur un terrible cauchemar. Nous espérons passer cette étape, que la trêve entre en vigueur et que nous retournions à Gaza malgré les décombres, malgré sa destruction. Malgré tout, nous voulons la fin de la guerre et des souffrances, car le peuple souffre de toutes les manières. Le Hamas a affirmé dimanche sa volonté de parvenir à un accord pour mettre fin au génocide et procéder à un échange immédiat de détenus avec l'occupation sioniste.
De son côté, l'armée d'occupation a continué samedi ses bombardements dans l'enclave assiégée, et ce, en dépit de l'appel du président américain Donald Trump, demandant à l'occupation de cesser immédiatement son agression sur le territoire palestinien. Trump a salué l'accord de cessez-le-feu. Israël devrait lui répondre dans la mesure où il est d'accord avec lui sur cette voie. Trump a salué le Hamas pour son accord au plan et les bombardements se poursuivent pourtant. Vous avez jusque-là refusé toutes les initiatives et accords de cessez-le-feu. Voilà maintenant, Trump propose un plan pour arrêter tout ça. Pourquoi n'appliqueriez-vous pas ce plan ? Les ONG parlent d'un désastre humanitaire sans précédent, d'un génocide, d'une épuration ethnique, des termes confirmés par les images et les chiffres glaçants des civils ciblés, des infrastructures détruites, des quartiers rayés de la carte. Plus d'eau, plus d'écoles, plus d'abris. Les appels à l'aide se multiplient, mais les déplacés disent se sentir abandonnés. Nous exhortons les négociateurs, nous exhortons le président des États-Unis, l'État de Palestine, tous les États du monde et les États arabes et même Israël, à mettre un terme à ces souffrances et à entreprendre la reconstruction de la bande de Gaza. Nous sommes déplacés dans les rues, nous vivons dans la rue, les femmes sont humiliées, nos enfants sont humiliés, il n'y a pas d'école, il n'y a plus de vie. Dans ces camps de fortune désormais vidés par la mort, l'attente d'un cessez-le-feu se teinte d'un maigre optimisme. Pris en étau entre désespoir et volonté de survie, ces déplacés espèrent être toujours en vie le jour de la trêve officielle pour tout recommencer à zéro. Et de leur côté, les Palestiniens de Cisjordanie occupés ont également exprimé leur espoir et leur désir de voir la fin de ce génocide à Malamazian Zitouni. À El Khalil et à Ramallah, les Palestiniens n'ont qu'une seule priorité, alléger les souffrances des civils à Gaza avant toute autre chose. Depuis la réponse favorable du Hamas à certaines conditions du plan de Donald Trump, les Palestiniens renouent avec l'espoir. Bien qu'il s'agisse d'un plan injuste envers le peuple palestinien et la résistance à Gaza, l'objectif principal étant d'atténuer les souffrances des civils. La machine de guerre israélienne bombarde les civils à Gaza depuis 2 ans. Les médias israéliens affirment que cela a changé la donne. Le plus important maintenant est de mettre fin au combat, comme l'a exigé Trump, de mettre fin aux opérations aériennes et d'instaurer un cessez-le-feu suivi de négociations. D'abord et avant tout, que les Gazaouis cessent de souffrir. Le peuple de Gaza est opprimé sur la terre et toute lueur d'espoir pour le peuple opprimé est une victoire. C'est une victoire malgré la douleur et la souffrance. C'est une victoire. Ce n'est pas facile de perdre sa famille en une journée. C'est difficile. Vendredi 3 octobre, Trump a demandé à l'entité sioniste de cesser immédiatement les bombardements à Gaza, après la réponse du Hamas qui a accepté la libération des otages et a demandé de négocier sur d'autres points présentés par le président américain. La population de la Cisjordanie occupée attend impatiemment la suite des événements, souhaitant l'arrêt du génocide qui dure maintenant depuis 2 ans. Cela signifie beaucoup pour nous, Palestiniens, que le Hamas ait accepté cet accord, que cet accord mette fin au massacre, à la famine et à la guerre à Gaza. Cela signifie beaucoup pour les Palestiniens, mais le Hamas a des réserves sur l'accord. Nous avons appris ce soir que Trump a exigé un cessez-le-feu. Cela nous réjouit les familles des otages israéliens et des prisonniers palestiniens. Espérons qu'ils seront tous libérés et rentreront chez eux. Nous espérons que le cessez-le-feu durera une fois instauré. L'important est que Netanyahou ne sabote pas la conclusion de l'accord, car maintenant que le Hamas a accepté, Netanyahou est prêt à tout faire pour empêcher sa concrétisation, comme il le fait habituellement. Le plan de paix pour Gaza, une lueur d'espoir pour les Palestiniens, l'accord donné par la résistance palestinienne salué, une perspective pour un cessez-le-feu tant attendu. Et face à la barbarie sioniste, des dizaines de milliers de Marocains ont manifesté ce dimanche à Rabat contre le génocide à Gaza et la normalisation de leur pays
avec le sanguinaire sioniste. Près de 2 ans après le début de ce génocide, les Marocains ont crié leur ras-le-bol face au mutisme de la cour royale qui persiste dans le renforcement de ses relations avec une entité considérée par la majorité écrasante des États comme paria et qui, depuis 2 ans, n'a toujours pas assouvi ses pulsions de crimes et de destruction. Les manifestants ont dénoncé aussi le siège imposé à la bande de Gaza et l'interdiction de l'accès de l'aide humanitaire à l'enclave palestinienne. Nous sommes là parce que c'est un devoir de toute personne sur Terre. Le génocide qui est en train d'avoir lieu en Palestine est flagrant et personne ne peut le nier. Et on doit impérativement lever notre voix pour dire arrête, stop, non au colonialisme et que Dieu préserve les Palestiniens. Aujourd'hui, nous sommes solidaires de la Palestine qui a besoin d'aide et aussi parce que les crimes commis par Israël, les États-Unis et leurs alliés se poursuivent, tuant des enfants et des femmes ainsi que des hommes par la faim et la soif et en interdisant l'entrée de médicaments. Et des milliers de personnes vêtues de rouge également se sont rassemblées ce dimanche à Amsterdam aux Pays-Bas pour faire pression sur leur gouvernement qu'ils appellent à sévir pour mettre fin au génocide à Gaza. 2 manifestations se sont tenues à La Haye, on le rappelle, en mai et en juin dernier. Elles avaient vu la participation de dizaines de milliers de personnes. La manifestation du jour dans la capitale néerlandaise intervient moins de 4 semaines avant les prochaines élections nationales. Le gouvernement néerlandais pourrait prendre de nombreuses mesures. L'une d'elles serait de cesser de fournir des armes à Israël et d'en acheter. Nous sommes également le principal partenaire commercial d'Israël. Il y a donc beaucoup à faire là-bas et des sanctions claires. Seuls 2 ministres figurent sur la liste des sanctions. Il devrait y en avoir beaucoup plus. Tous les responsables politiques et militaires devraient être sanctionnés. Le gouvernement néerlandais pourrait et devrait donc faire beaucoup. Et au Portugal, ils étaient des milliers à manifester hier samedi dans les rues de Lisbonne en soutien aux civils dans la bande de Gaza et en soutien aux militants de la flottille d'aide humanitaire. Des manifestations similaires ont eu lieu dans toute l'Europe. Des centaines de milliers d'Italiens et d'Espagnols ont défilé à Rome, Barcelone ou encore Madrid. Je pense que notre présence est nécessaire. Il est nécessaire de se mobiliser pour Gaza, de s'opposer au génocide en cours, d'exiger la libération des personnes enlevées et des militants interceptés dans les eaux internationales, en violation flagrante du droit international. Il est donc crucial que les citoyens se mobilisent, descendent dans la rue, pour exiger de notre gouvernement, au-delà de la reconnaissance de la Palestine, des sanctions contre Israël, d'appeler au boycott et de cesser de financer ce génocide. Rien que cette petite histoire de flottite nous montre ce qu'est Israël. C'est un État paria qui ne respecte pas le droit international. Il a mené une attaque pirate contre le droit humanitaire, traitant ses militants humanitaires, comme ils le disent, de terroristes. Jour de vote en Syrie. Ce dimanche, des milliers de personnes ont afflué vers les bureaux de vote à l'occasion d'élections législatives, les premières du genre depuis le départ de Bachar el-Assad de la tête du pouvoir, marquant ainsi une nouvelle étape dans la transition politique du pays. Pas moins de 1578 candidats, avec environ 14% de femmes, sont en lice pour siéger à la nouvelle Assemblée. Le futur Conseil du peuple comptera 210 membres, 140 seront élus directement, tandis que le tiers restant sera nommé par décret présidentiel du chef de la transition de cet État, à savoir Ahmed al-Shara.
Ahmed Al-Shara qui a d'ailleurs affirmé que les élections législatives constituaient une étape importante pour consolider la participation nationale dans la construction du pays. Dans un discours prononcé ce dimanche alors qu'il visitait un centre de vote dans la capitale Damas, il a souligné que la Syrie avait réussi au cours des 7 derniers mois à accomplir ce qu'il a qualifié de travail colossal et à s'engager dans un processus électoral qu'il a décrit comme modéré sur le plan pratique et adapté à la phase de transition. La reconstruction de la Syrie est une tâche collective. Elle n'est pas confiée à une personne en particulier ou à quelques individus. Au contraire, tous les Syriens doivent contribuer à la reconstruction de leur pays. Par conséquent, l'élite syrienne sera également représentée à l'Assemblée du peuple et de nombreux détails restent à discuter, notamment les lois qui restent bloquées en Syrie et nécessitent un vote, ainsi que le budget qui nécessite également un vote. De nombreux dossiers restent en suspens en Syrie et nous devons avancer. Et nous avons donc fait de notre mieux pour saisir au plus vite l'occasion de combler ce vide. Dans l'actualité également, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a révélé ce dimanche que la coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique n'avait plus de raison d'être après la réimposition des sanctions et l'activation du mécanisme de rétablissement des sanctions dit Snapback, activé le 28 août dernier par le groupe E3. Dans une déclaration à l'agence iranienne Tasnim, Araghchi a expliqué que l'accord conclu au Caire avec l'AIEA en septembre dernier avait perdu toute efficacité pratique et n'était plus applicable et que la situation actuelle exigeait un nouveau cadre de coopération et de nouvelles décisions. L'accord du Caire ne peut définitivement plus servir de base à notre coopération avec l'AIEA. Notre décision concernant cette coopération sera annoncée. Mais j'ai déclaré après la signature de l'accord au Caire que le retour en arrière changerait radicalement la situation, tout comme l'attaque militaire. Par conséquent, de nouvelles décisions doivent être prises et à mon avis, l'accord du Caire n'est plus viable dans ce nouveau contexte. Toujours selon le chef de la diplomatie iranienne, les 3 pays européens qui ont enclenché le mécanisme de rétablissement des sanctions dit Snapback ont clairement réduit leur rôle et ont pratiquement éliminé toute raison de participer aux négociations futures. La diplomatie est toujours présente, mais la question est de savoir comment, avec quelle partie et dans quelles conditions les efforts diplomatiques seront menés. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une situation totalement différente du passé. Les 3 pays européens ont clairement réduit leur rôle et ont pratiquement éliminé toute raison de participer aux négociations futures. Je pense que dans les négociations futures, leur rôle sera nettement réduit par rapport aux précédentes. Et retour en Algérie avec cette triste nouvelle, celle du décès du moudjahed et ancien ministre Ahmed Taleb Ibrahimi à l'âge de 93 ans. Né à Sétif en 1932, Ahmed Taleb Ibrahimi a suivi la voie de son père et milita pour la création de l'Union générale des étudiants musulmans algériens dont il est devenu président. Il était également parmi les dirigeants de la Fédération de France du Front de Libération Nationale durant la guerre de Libération Nationale. Après l'indépendance, le défunt a occupé plusieurs postes de responsabilité, dont ceux de ministre de l'Éducation nationale de 65 à 70, de l'Information et de la Culture de 70 à 77, et enfin des Affaires étrangères de 82 à 88. En plus d'avoir été un politicien chevronné, Ahmed Taleb Ibrahimi comptait à son actif plusieurs contributions intellectuelles et culturelles, ainsi que de nombreuses interviews avec des médias nationaux et étrangers sur des thèmes liés à l'histoire de l'Algérie et à la guerre de libération nationale. Le défunt moudjahed et ancien ministre Ahmed Taleb Ibrahimi a été inhumé cet après-midi au cimetière de Sidi Mohamed à Alger. حضرتنا شوية Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahed Ahmed Taleb Ibrahimi, décédé donc à l'âge de 93 ans. Un message dans lequel il a affirmé que l'Algérie perdait une imminente personnalité nationale.
Au nom d'Allah, clément et miséricordieux, il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Dieu a rappelé auprès de lui le regretté Dr Ahmed Taleb Ibrahimi, digne héritier d'une famille associée au savoir et à la piété. Avec sa disparition, l'Algérie perd un grand nom et une imminente personnalité nationale estimée et respectée. Le défunt a su allier la sagesse de l'homme politique, la pondération de l'intellectuel et le patriotisme du militant et du moudjahid. Des qualités qui ont été les siennes depuis qu'il a rejoint l'Union générale des étudiants musulmans algériens dans les années 1950 et dont il ne s'est jamais départi tout au long de son riche parcours où il a eu à assumer de hautes fonctions et responsabilités, ce qui lui a valu de compter parmi les grands hommes d'État nationaliste fidèle à l'Algérie. En cette douloureuse épreuve, je vous adresse mes sincères condoléances et l'expression de ma profonde compassion, priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis parmi les martyrs et les valeureux saints, et de vous prêter patience et réconfort. À Allah nous appartenons et à lui nous retournerons. Conflit russo-ukrainien à présent, 5 personnes auraient perdu la vie ce dimanche dans des frappes imputées à la Russie sur plusieurs régions de l'Ukraine. C'est ce qu'affirment les autorités locales. Un bombardement qui a provoqué des coupures de courant et poussé la Pologne voisine à mobiliser des avions et des systèmes au sol. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'armée russe a frappé le pays avec plus de 50 missiles et environ 500 drones d'attaque. Les Russes ont une fois de plus pris pour cible nos infrastructures, a-t-il indiqué, demandant une nouvelle fois aux Occidentaux de fournir des moyens de défense antiaérienne à Kiev. Et à Lviv, région qui a été épargnée, plus épargnée que d'autres depuis le début de l'opération militaire spéciale russe en 2022. 4 personnes ont été tuées et 6 autres blessées. Selon le maire de la ville éponyme, Andriy Sadovy, un complexe industriel a pris feu après cette attaque qui a aussi touché un secteur résidentiel. Une autre entreprise industrielle a également été ciblée dans la région de Vinnytsia, dans le centre-ouest du pays. Et à Zaporijia, dans le sud-est de l'Ukraine, une personne a été tuée et au moins 9 autres blessés dans une frappe combinée imputée à une nouvelle fois à la Russie, qui a également laissé plus de 73 000 clients sans électricité. C'est ce qu'a déclaré le gouverneur de cette région, Ivan Fedorov. Ce dimanche, l'attaque a détruit des appartements et des logements. Des infrastructures civiles ont également été endommagées dans les régions d'Ivano, Frankivsk, Vinnytsia, Tchernihiv, Kherson, Kharkiv et Odessa. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a critiqué ce dimanche ses alliés pour leur manque de réponse aux frappes russes après que la Russie a fait pleuvoir des missiles et des drones sur l'Ukraine, tuant au moins une dizaine de personnes et endommageant des infrastructures civiles, notamment des installations énergétiques dans de nombreuses régions. Pour Zelensky, la communauté internationale n'apporte aucune réponse forte et adéquate à la situation actuelle. Regardez. Malheureusement, la communauté internationale n'apporte aucune réponse forte et adéquate à la situation actuelle, l'escalade constante et l'audace des frappes. Poutine s'en charge et semble se moquer de l'Occident, de son silence et de son manque de réaction ferme. La Russie a rejeté toute proposition visant à mettre fin à la guerre, voire cesser les frappes. Elle tente ouvertement de détruire nos infrastructures civiles, surtout à l'approche de l'hiver, installations gazières, centrales électriques et réseaux de transport. Aucune réaction concrète de la part du monde. De son côté, le président russe Vladimir Poutine a déclaré dans une vidéo publiée ce dimanche que si les États-Unis fournissaient des missiles Tomahawk à l'Ukraine pour des frappes à longue portée en Russie, cela conduirait à la destruction des relations de Moscou avec Washington. Le vice-président américain J.D. Vance a déclaré le mois dernier que Washington étudiait une demande ukrainienne visant à obtenir justement ces Tomahawks à longue portée capables de frapper profondément en Russie, y compris à Moscou, bien qu'il ne soit pas clair si une décision finale a été prise, une déclaration qui n'a pas été du goût du président russe.
Des questions ont été évoquées, notamment la fourniture de nouveaux systèmes d'armes à l'Ukraine, notamment des systèmes à longue portée de haute précision comme les Tomahawk. J'ai déjà dit que cela mènerait à la destruction de nos relations, ou du moins des tendances positives qui ont émergé. Le président américain Donald Trump s'est lui aussi exprimé ce dimanche. C'était sur la proposition russe de prolonger d'un an l'accord sur les armes nucléaires en déclarant que cela pourrait être intéressant et une bonne idée. Le président russe Vladimir Poutine a proposé le mois dernier de maintenir volontairement les limites, limitant donc la taille des deux plus grands arsenaux nucléaires du monde fixés dans l'accord New START de 2010 qui expire en février si les États-Unis font de même. Et voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur Al24 News.